Bonjour, Loïc, bonjour à tous. comment tu vas? Ça va très bien, merci. J'ai vu que tu es dans la petite voiture là que tu viens de sortir. Oui, je viens de sortir cette voiture après les confinements et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa d'être là. Eh ben ouais, pourquoi pas après tout. Bon, avant de commencer ce petit live, le temps que tout le monde arrive, je voulais savoir comment s'était passé ton confinement et puis le déconfinement du coup. Écoute, les confinements, ça a été très agréable. Parce que j'ai eu la possibilité d'être à la campagne avec ma famille, avec ma femme et mon petit qui a 1 an. Donc, non, franchement, c'était vraiment une très belle occasion pour être avec eux et pour être reconnecté à la nature, pour faire du sport et pour faire des activités qui m'ont fait vraiment du bien. Donc, j'ai utilisé cette situation qui pour la plupart, pour beaucoup de gens, a été quand même très compliquée à gérer. Pour moi, c'était une très jolie période. Voilà. Et le déconfinement, c'était en douceur ou c'était brutal pour toi? Bah écoute, non, c'était pas en douceur, mais en même temps même pas brutal, dans le sens que j'ai recommencé à tourner sur Plus belle la vie tout de suite. J'étais les premiers jours de la reprise, donc j'étais un des cobayes qui ont fréquenté les plateaux avec ces nouvelles règles plutôt strictes, mais nécessaires. Donc non, c'était bien, même le déconfinement. Pour l'instant, tout va bien. C'est pas un 2020 facile pour la plupart des gens, mais pour moi, c'était chouette. Oui. Bon, super. Eh bien écoute, je te propose de commencer cette petite interview. Et moi, je te propose de commencer par tes passions. Oui. Alors, en parcourant ton CV, donc j'ai pu voir sur internet que tu étais passionné d'archéologie et d'histoire de l'art. Alors moi, quand j'étais petit, petite anecdote, je voulais être archéologue. En regardant Indiana Jones. D'habitude, oui, t'as nommé les personnages clés de toute mon adolescence. Donc, voilà, donc, on va pouvoir en parler. Du coup, j'imagine que c'est de là aussi que toi, ça te vient cette passion. Si. Mon rapport avec Indiana Jones, c'était absolument très particulier puisque depuis mon adolescence, donc j'étais très passionné par les aventures de ces personnages à tel point, parce que donc il y a pas mal de monde, pas mal d'adolescents qui aiment Indiana Jones, mais pour moi c'était tellement fort que malgré depuis mes 15 ans, je sentais que le théâtre, le travail de l'acteur, c'était quand même quelque chose que j'aurais aimé faire dans ma vie. Mais à cause d'Indiana Jones, j'ai vraiment hésité à tel point que donc en parallèle, je me suis même pendant des années, je me suis diplômé en archéologie classique. Ah ouais. Donc, oui, j'ai un bac +5 en archéologie classique gréco-romaine. Carrément. Oui, c'était une sacrée passion. J'ai même fait des fouilles archéologiques en Italie et entre la Grèce et l'Albanie. Et donc, j'ai participé aussi à une mission italienne d'archéologie en Albanie, donc à la limite avec la Grèce. Mais le théâtre était quand même ma passion principale, donc et donc au final voilà, j'ai choisi d'être acteur, mais voilà, c'était quand même une sacrée passion l'archéologie, l'histoire de l'art, notamment l'histoire de l'art de l'Antiquité. Voilà. C'est des études qui sont compliquées à faire ou Là, tu sais, Loïc, moi je pense vraiment que c'est de la passion dans la vie et rien n'est compliqué. Sachant que tout ce qui est difficile, c'est tout ce que tu fais en faisant des efforts. Mais c'est comme un amour. Si tu es passionné, si tu le fais avec le cœur, rien n'est difficile, même pas gérer deux emplois du temps comme acteur, donc avec tous les théâtres et tous les spectacles que j'ai fait, surtout au début de ma carrière, avec ces études d'archéologie que j'ai pu faire en parallèle. Ça m'a pris plus de temps, parce qu'en tous les cas, pour moi, l'objectif n'était pas de devenir archéologue tout court, parce qu'entre parenthèses, par rapport à cette passion d'Indiana Jones, les premiers jours à l'université d'archéologie de Bologne, c'est d'ailleurs la plus ancienne université d'Italie en Occident,
Effectivement, les premiers jours, c'est prof très sérieux, c'est archéologue à l'ancienne. Ça m'a complètement brisé les cœurs, ça m'a cassé tous mes rêves parce qu'il m'a dit, si vous êtes là parce que vous aimez Indiana Jones, bah, c'est pas du tout ça les métiers. Et donc là, mon Dieu, donc ça va pas être ça mon métier. Bon. Est-ce qu'il y a justement, il y a des périodes de l'histoire, une civilisation, quelque chose qui te plaît plus particulièrement dans l'histoire? Je suis absolument, malgré mes racines romaines, malgré mon italianité, je suis complètement lié à la culture grecque, à la pensée grecque, à la philosophie grecque, et notamment une période que c'est la période de l'hellénisme, donc tout ce qui est arrivé après Alexandre le Grand, personnage auquel aussi je suis extrêmement attaché. Et j'ai aussi un pendentif, comme vous dites. Ouais. Ça s'est cassé hier, je ne sais pas si c'était un signe ou quoi. En tout cas, je le porte toujours sur moi, avant d'échanger mes bijoux avec les bijoux de Francesco quand je dois tourner sur Plus Belle. Et j'ai aussi la bague d'Alexandre. C'est une étoile, c'est un soleil stylisé qui a des milliers d'années. Donc, voilà, en tout cas, oui, c'est la période grecque, en particulier la période hellénistique, et Alexandre le Grand, c'était vraiment... Je pense que je suis très lié à ces personnages parce qu'il a eu cette envie de découvrir, cette envie de voyager. Je ne sais pas si tu connais ou vous connaissez, ceux qui nous regardent, cette aventure immense qu'a vécu ces personnages. En gros, il a quitté chez lui, sa ville, sa famille, et il est parti en Orient à la quête de quelque chose de plus grand, quelque chose qui le dépassait, à la quête toujours des nouveaux horizons, des nouvelles aventures. Donc, peut-être que dans ces personnages, j'ai trouvé aussi certaines clés dans ma vie que j'ai réalisées par la suite. Le fait d'avoir quitté mon pays et d'être parti à l'aventure, quoi. Et tu as vu le film Alexandre avec Angelina Jolie? Alors, donc, ces films auxquels je suis extrêmement lié, parce que d'un point de vue historique, il est vraiment, vraiment très, très bien fait. Ce film a été ravagé par la critique, mais en réalité, pour moi, c'est un de mes films préférés, peut-être mon film préféré avec 2-3 d'autres œuvres. Mais je suis très lié à ce film, et parce que, comme je dis, d'un point de vue historique, il était extrêmement fidèle à l'histoire d'Alexandre, et parce que il nous donne un aperçu psychologique des personnages comme très peu de films, et parce qu'il y a des sacrés acteurs, dont Colin Farrell, Angelina Jolie, qui, à mon avis, a joué son meilleur rôle sur ce film, un des meilleurs rôles. Et après, bon, il y a plein d'autres acteurs, Anthony Hopkins, Val Kilmer, que j'aime beaucoup. Non, il y a eu vraiment, c'était un film. En plus, la mise en scène, quand même, c'est malade, c'est fou. De Oliver Stone, qu'il a toujours fait des biopics, des biographies. Je sais pas, je pense aux Doors, non, la vie de Jim Morrison, plein d'autres films. Je pense aussi JFK. En tous les cas, il a beaucoup aimé toujours se rapporter avec des personnages qui sortaient de l'ordinaire. Et donc, j'aime beaucoup ces réalisateurs. Bon, enfin, je suis content que tu aies réhabilité ce film. Si, d'ailleurs, je m'acharne parfois. J'adore quand je tombe sur des critiques cinématographiques qui commencent à dévaster ces films. D'ailleurs, entre parenthèses, je me rappelle que ces films avaient mal commencé aux États-Unis quand ils étaient sortis à cause de la mentalité disons, de la plupart des Américains. Et je ne te parle pas des Américains de New York, de Boston, qui sont extrêmement civilisés, qui sont extrêmement cultivés. Mais peut-être l'Amérique la plus profonde, quand ils ont vu ces personnages, son rapport avec l'homosexualité, ils avaient titré Alexander the Gay, comme s'ils avaient réussi à retenir cet seul aspect de ces films et de ce personnage, qui d'ailleurs n'était même pas homo, et même s'il était,
il y avait aucun souci là-dessus, ça faisait partie de la culture de l'époque. Mais Alexandre, il a eu plusieurs amours, dont Héphaestion, que c'était un peu son frère, son meilleur ami, et aussi son compagnon tout au long de sa vie. Donc, réduire un film comme ça et un personnage si compliqué comme celui d'Alexandre à juste un homosexuel, ça me semble quelque chose qui limite beaucoup là. Du coup, ton Indiana Jones préféré, c'est lequel parmi alors je compte pas le 4 hein, parce que le 4 est vraiment très mauvais, mais pour les 3 premiers. Voilà, c'est clair que les 4 c'était un sac de déception, ça se voyait que c'était fait avec des buts commerciaux. Cependant, quand même, dans les 4, on a un Harrison Ford qui a dépassé les 60 ans, qu'il arrive à faire des cascades condables sans stuntman, sans cascadeur. Mais bon, oui, c'est vrai que les 4e, c'est juste n'importe quoi. Je suis très lié à, donc, je dois les traduire en même temps en français. En tout cas, au 3e, à The Last Crusade. Oh, ça, j'adore. Et même les premiers. On va finir par être amis, c'est pas possible. On avait même je pense, le peu que j'ai vu de toi, Loïc, je pense que tu as une sacrée culture cinématographique. Et du coup, quand tu m'as demandé de faire cet entretien, j'ai regardé 2-3 trucs sur toi et tu es un sacré cinéphile. C'est cool. Bah, merci beaucoup. Et bah, du coup, je te partagerai la critique que j'ai faite d'Indiana Jones et la dernière croisade. Si tu veux la lire, avec grand plaisir. Ah, bah, c'est génial. Donc, et ben écoute. Alors, toi, pourquoi tu aimes ce 3e volet, par exemple? Dis-nous tout. Bah, déjà, bon, il y a des facteurs d'ordre émotionnel parce que j'avais 12-13 ans. En tout cas, c'était une des premières fois que j'allais au cinéma tout seul. Et donc, j'ai été catapulté dans cet univers qui m'a complètement passionné. Donc, bah, je sais pas, il y avait plein de choses à dire, mais c'était un des premiers films que j'avais vu tout seul et c'était les premiers Indiana Jones que j'avais vu. Et en plus, j'ai trouvé que c'est vraiment très bien fait. Comme d'habitude, dans Indiana Jones, on voyage beaucoup, donc il y a Venise, il y a les côtes de la Turquie où finalement ils trouvent c'est sacré Graal. Et en plus, je suis très lié à tout ce qui est les cycles liés au sacré Graal, non, à la coupe sacrée. Je suis pareil. Ouais, j'adore. Je suis toujours en quête de savoir des infos sur le Graal. J'adore ces reliques chrétiennes et tout. Je kiffe. Oui. Après, donc, en parlant de reliques chrétiennes, encore plus de l'Ancien Testament, l'arc de l'Alliance du premier aussi. C'est quand même une sacrée référence, mais en tous les cas, Steven Spielberg, c'est un sacré malin, parce que au cours de sa vie, il nous a fait rêver avec plein d'histoires, les extraterrestres, les sacrés Graal, etc. Mais je suis sûr qu'il a une culture qui va vraiment au-delà de tout ce qui est fantasy, et qu'il a une culture d'histoire très impressionnante. Et surtout, à chaque fois, il a calé au bon moment historique des thématiques et après, il allait se développer par la suite. Par exemple, voilà, même tous les cycles avec les extraterrestres, tout ça. C'était un des premiers à nous parler de la fameuse Area 51 aux États-Unis, tout ça. Je pense pas que peut-être qu'il est aussi un initié à des ordres ésotériques un peu cachés. Je sais pas. C'est possible. C'est un sacré rêveur. Il nous fait rêver. C'est sûr qu'il a une filmographie incroyable. Si, bien sûr. En tout cas, il nous a grandi tous. On a tous grandi avec ces histoires. Donc, c'est génial. Tout à fait. Je te propose du coup de passer maintenant à tes débuts. Et ma première question, c'était qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédien, de quitter du coup l'archéologie pour la comédie? Il est né d'où ce désir de vouloir monter sur scène? Alors, donc, déjà, j'avais commencé déjà à bouger mes premiers pas comme acteur avant de commencer l'archéologie. L'archéologie, je l'ai commencé donc à l'université à 19 ans. Et après 6 mois, j'ai compris qu'en tout cas, c'était pas mon destin
Et à cause de ces profs très méchants qui m'avaient dit que c'était pas une urgence d'être archéologue. Non, au-delà de ça, je voulais être acteur depuis mes 15 ans. Depuis mes 15 ans, j'avais déjà commencé à prendre des cours des théâtres. J'avais eu une révélation à un moment donné quand ma ville de Provence, sur la côte adriatique, avait invité effectivement les Living Theatre de New York, que c'était un groupe de théâtre très expérimental, très à l'avant-garde dans les années 70. Et donc, le fait de faire ces stages avec eux, déjà à 15 ans, ça m'avait ouvert un monde. Ma sœur, qui elle aussi est une sacrée artiste, elle aussi, elle m'avait initié aussi au théâtre. Et après, et j'arrive au point, il y a une date dans laquelle j'ai réalisé que j'avais une mission à accomplir par rapport au travail d'acteur. Cette date, c'est le 31 octobre 1993, et c'est le jour où on a perdu cet énorme acteur qui était River Phoenix, les frères de Joaquin Phoenix. J'étais déjà fan de River Phoenix, que c'était vraiment un des plus grands talents avant l'âge de DiCaprio. C'était l'ancien DiCaprio, disons, les précurseurs de DiCaprio. Et ce mec, il était mort donc le 31 octobre dans le Viper Room, que c'était ce local de Johnny Depp à Los Angeles. Et moi, j'étais très fan de lui. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis senti investi de cette mission céleste. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, je veux vraiment être acteur. Et étant donné que c'était les 93, donc j'avais 15 ans. J'avais 16 ans, voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais vraiment, vraiment être acteur. Cependant, comme je te disais, il y avait cette passion de l'archéologie parallèle, mais j'ai continué à étudier l'archéologie des non fréquentants. Donc, je fréquentais pas les cours directement. J'ai joué au théâtre à Rome, parce que du coup, en quittant Bologne pour aller devenir acteur, je suis allé à Rome. Je suis arrivé à la fin de mes 19 ans à Rome. Et à ce moment-là, j'étais très passionné de l'Actor Studios de New York et de la méthode Strasberg-Stanislavski. C'est là-dessus que j'ai fondé toute mon expérience pendant une décennie à Rome. Et donc, je suis allé me former avec la femme d'Al Pacino, celle qui était la femme d'Al Pacino, et c'est Francesca De Sapio, qui d'ailleurs, cette première enseignante que j'ai eue, on la voit aussi dans les parrains, dans les 12e parrains, c'est la femme de De Niro. Mais dans la vraie histoire, à l'époque, était une des élèves principales de Lee Strasberg de l'Actor Studio de New York. Et donc, elle avait été avec 7 ans avec Al Pacino. Donc, genre, ses potes, quand ils venaient la voir, c'était Harvey Keitel. C'était des acteurs monstrueux. Et donc, grâce à Francesca De Sapio, c'est avec elle que j'ai commencé à me former au niveau professionnel. Grâce à elle, j'ai été introduit au travail de l'acteur, de l'Actor Studios de New York. Et après, j'ai laissé tomber Francesca De Sapio, qui était vraiment, elle enseignait la méthode Strasberg tout court, à la même façon de Lee Strasberg. Et après, à l'époque, à Rome, il y avait cette enseignante argentine qui était Beatrice Bracco, et tous les plus grands acteurs italiens d'aujourd'hui sont sortis de cette école. Et du coup, je me suis formé pendant une décennie avec elle, parce que après les 3 ans de cours, elle m'a pris comme assistant. Donc, je me suis dédié aussi à l'acting coach et j'ai commencé à coacher des acteurs. Et oui, donc mes 2 enseignantes principales à Rome étaient au début Francesca De Sapio et après Beatrice Bracco. Par la suite, je ne sais pas si tu veux poser des questions, si je te submerge des mots, tu me le dis. Vas-y, moi après je gère. Voilà. Par la suite, donc je commençais beaucoup à travailler au théâtre et j'ai travaillé avec un réalisateur, un metteur en scène des Balkans, donc de l'Est, un peu de l'Europe. Il avait des méthodes opposées parce qu'il travaillait sur la biomécanique des Merchold et donc avec lui on a pu commencer à travailler mon rapport avec mon corps. Donc pour te faire un exemple pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs je vous fais un coucou, excusez-moi je suis très bavard mais je vois que vous êtes il y a pas mal de gens qui en écoutent. Belle carrière, merci Gigi.
Et effectivement, la méthode Strasberg de Stanislavski, c'est vraiment de recréer l'émotion. C'est tout ce qu'on voit au niveau des acteurs américains aujourd'hui, depuis 40 ans. C'est vraiment recréer un sentiment pour arriver à la forme. Hein. Je veux dire, si tu dois pleurer, par exemple, pour une scène, tu vas toucher les cordes en toi qui t'amènent à ce type d'émotion. La méthode un peu plus de l'Est, plus biomécanique, en partant d'un geste, tu arrives à l'émotion. Donc, c'est un peu les parcours à l'envers. Donc, et après, voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de spectacles. À Rome, une vingtaine de spectacles. Entre-temps, j'ai fait pas mal de courts-métrages, quelques apparitions à la télé. Mais au début, j'étais pas trop intéressé par la télé. Paradoxalement. On y reviendra après. Alors, tu l'as dit, du coup, tu as été formé dans deux écoles, une de cinéma et une d'art dramatique à Rome. Est-ce que tu sais s'il y a des différences d'apprentissage entre les écoles italiennes et les écoles françaises? Alors, écoute, moi, j'ai remarqué, j'en parle souvent avec mes collègues, que, étant donné en plus que vous êtes très bons comédiens, qu'il y a une sacrée tradition en France, mais l'idée que j'ai, c'est que vous êtes plus liés au théâtre. Là, sont vraiment la comédie française, les théâtres un petit peu aussi à l'ancienne, avec des grands gestes, une élocution parfaite, avec des techniques vraiment extrêmement avancées. Je trouve qu'en Italie, à partir des années 90, il y a eu une vague des acting coach américains qui sont débarqués à Rome, dont Francesca De Sapio, Beatrice Bracco, Michael Margotta. Il y a eu vraiment une vague d'acteurs, des acting coach américains qui nous ont appris à jouer d'une façon plus américaine. Aujourd'hui, en France, il y a des écoles qui suivent un petit peu ces types des parcours. Par exemple, je crois qu'au cours Florent, quand même, il y a des techniques internes qui sont bien maîtrisées. Aujourd'hui, je vois que c'est vachement à la mode Meisner, qui quand même, je crois que c'était un des élèves de Strasberg, je ne sais pas si c'est directement ou pas. Donc, il y a de plus en plus, on voit bien que ce qui est le travail principal de l'Actor Studios de New York, avec les travails sensoriels, ce qu'on appelle les travails sensoriels, c'est-à-dire recréer les émotions en passant par ses sens, sont de plus en plus développés en France, mais quand même, vous avez une sacrée tradition liée au théâtre. Et parfois, en Italie ou en France, j'ai un peu du mal avec quand les choses sont trop stylisées, quand elles sont trop extériorisées. Et pourtant, je suis italien, donc nous, on extériorise beaucoup, mais c'est plus dû à des raisons culturelles plutôt qu'à des raisons liées vraiment au travail de l'acteur. Pour moi, le travail de l'acteur, ça se fait... peut-être on aura le temps d'en parler, mais c'est vrai qu'en arrivant dans Plus belle la vie, j'ai essayé de mettre en pratique la méthode Strasberg, donc la méthode Strasberg-Stanislavski qui est composée par une partie des... il y a d'abord la relaxation sur chaise, donc tu te relaxes pour faire émerger la créativité et pour être bien détendu. Et après, tu fais les travaux sensoriels dans lesquels tu vas rechercher les émotions. Et, au début, j'avais un peu du mal parce que le rythme était très frénétique, parce que je voyais au final que mes très braves collègues n'avaient pas le temps, ou certains n'y connaissaient pas, en tout cas, ces protocoles que les acteurs cinéma souvent utilisent, vraiment le travail de relaxation d'abord et après des travail sensoriel. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, parfaitement. Ensuite, entre 2004 et 2011, tu as joué dans de nombreux courts-métrages, dont la Fabbrica dei Voltinotti, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est disponible sur YouTube d'ailleurs. Alors moi, c'est la première fois que je te voyais ailleurs que dans Plus belle la vie, et j'ai été très surpris. Parce que tu interprètes un Wandy Warhol qui finit par se faire bouffer par un Père Noël. Et tu m'avais dit en off que c'était un côté burlesque que tu adores, je crois. Oui, complètement. C'était
un court-métrage grotesque qui après, on avait fait pas mal de festivals avec ça. Il y a des très bons comédiens, même des comédiens de cinéma. Et non, c'était chouette. C'était bien sûr que dans ces cas-là, on était overacting pour rester dans la jergue, dans le langage de l'acteur. Tout était beaucoup très, très extériorisé parce qu'en gros, ça devait être grotesque et exacerbé et très extériorisé. Du coup, oui, c'est vrai que c'était un travail complément. C'est pas un travail minimaliste où j'ai pu mettre en place sur pas mal d'autres travaux. Et donc oui, j'aime beaucoup aussi ce type de comédies exagérées, parfois grotesques. D'ailleurs, avec ces metteurs en scène de l'Est de l'Europe, Igor Gretschko, j'ai pu travailler beaucoup sur le théâtre de l'absurde, notamment de Ionesco. Et j'avais interprété Jacques ou de la Soumission, c'est une des œuvres de Ionesco. Et donc oui, j'adore aussi ces personnages qui sont vraiment qui ont un registre si fou. D'ailleurs, récemment, il y a 2 ans, je suis devenu même producteur parce que j'ai produit un petit mini-série, un pilote de mini-série qui s'appelle Un Italien à Paris, et dans lequel le registre c'est absolument loufoque, burlesque, grotesque aussi, qu'on a sur la Fabbrica dei Voltinotti. Mais bon, dans cette période-là, j'ai pu faire effectivement aussi des courts-métrages qui étaient complètement plus minimalistes, j'avais travaillé effectivement avec les London Film Institute et j'avais tourné End of Season, fin de saison, pour la mise en scène des Duccio Chiarini. Et donc, non, là, les registres étaient complètement plus internes, ou plein d'autres choses où c'était pas du tout le même travail. Et justement, dans tous ces petits courts-métrages dans lesquels tu as joué, est-ce qu'il y en a, il y a un rôle qui a émergé que tu as plus aimé jouer qu'un autre? Bah, c'est vrai que quand je vais tourner End of Season, vu que quand même j'étais plutôt jeune, j'avais 23-24 ans, toute l'équipe était internationale. De façon que les directeurs de photographie venaient de Bollywood, ils étaient indiens. La production était anglaise, les réalisateurs, c'était un réalisateur italien super qui maintenant il travaille beaucoup au cinéma. Et en plus, j'avais quand même une actrice extrêmement connue en Italie qui c'est Paola Pitagora. Et donc j'avais vraiment pu m'éclater. Et surtout, ces films-là étaient pas en digital, je sais pas comment vous dites en pellicola, tu vois, à l'ancienne, avec la... Ah oui, bah, pellicule, ouais. Oui, la pellicule. Donc, il y avait une énergie particulière sur les plateaux, parce que voilà, on tournait en pellicule, donc il y a un son différent, il y a un rythme différent. C'était peut-être ma seule fois que j'ai tourné en pellicule. Aujourd'hui, tout est digital, voilà. D'accord. Alors, je rappelle du coup que la Fabbrica dei Voltinotti est disponible sur YouTube. J'ai pas réussi à trouver les autres, malheureusement. Donc, je sais pas où est-ce qu'ils sont disponibles. Est-ce que tu sais si on peut, il y en a qui sont disponibles sur Amazon? Oui, il faut que je m'intéresse à ça. C'est vrai que récemment, j'avais les trouvé sous Vimeo, j'avais trouvé effectivement les End of Season. J'ai pas regardé sur Vimeo. Grosse erreur. Non, mais t'inquiète. Il y a pas mal de choses sur Vimeo. D'ailleurs, là, j'ai qui Polixeni, Georges, a mis Lee Strasberg, mentor de Marilyn. Tout à fait. Georges, vraiment, c'est tout à fait vrai, parce que Marilyn Monroe était vraiment l'actrice fétiche de Lee Strasberg. Donc, il y avait pas mal d'acteurs à l'époque qui étaient formés par lui-même. Et Marilyn était cette sacrée créature sublime qu'il avait été vraiment dirigée dans tous ses films par Lee Strasberg. Et je connais pas mal d'anecdotes là-dessus, comme quoi aussi la fille de Strasberg était très jalouse d'elle parce que son père était très dur avec tout le monde, notamment avec elle et avec les autres enfants, mais avec Marilyn, il était complètement différent. Et c'est grâce à Strasberg qu'on a pu voir Marilyn
dans des films qui sont restés cultes aujourd'hui. Alors justement, ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à venir faire carrière chez nous en France? La folie. La folie. La folie parce que je pense même désir d'aventure dont je t'ai parlé quand je t'ai parlé d'Alexandre le Grand. Parce que imagine un mec, il a presque 30 ans. Bon, à l'époque, j'avais connu une Française qui faisait son Erasmus à Rome. Du coup, j'avais commencé à côtoyer ces groupes des Français. À l'époque, je ne parlais pas un seul mot des Français. C'était en 2007. Et à un moment donné, cette nana devait repartir et moi, je suis reparti avec elle. Mais du coup, je dis la folie parce que j'étais bien installé à Rome, j'avais tout mon réseau professionnel, j'avais tous mes amis, ma famille. Même si ma famille n'était pas à Rome, elle était sur la côte est de l'Italie. Et du coup, à un moment donné, juste coup de folie, je me suis dit, tu sais quoi, après 10 ans, 11 ans que je faisais des castings tout le temps, j'étais dans une très grosse agence, qui est peut-être la plus connue en Italie, où il y a tous les plus grands talents qui sortent. Et c'est la Cristiano Cucchini Management. Et du coup, j'ai eu des grosses opportunités et des percées l'écran. Mais il y avait tout le temps un truc peut-être bloqué au moins, peut-être même d'un point de vue fataliste, c'était pas encore mon moment. C'est arrivé après en France, comme par hasard. Et à cette époque-là, après avoir fait une centaine de castings pendant 11 ans, où tu vis, comme tous mes collègues comédiens savent, où tu attends tout le temps cet appel pour les castings, après tu vas faire les castings, on t'appelle, tu fais les callbacks, vous restez 4, au final tu fais un deuxième callback, vous restez 2, et donc tu as plein d'espoir là-dessus, et tu arrives deuxième à chaque fois. À un moment donné, tu dis putain, mais qu'est-ce qu'il y a qui bloque au moins? Est-ce que je dois laisser tomber? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas au moins? En même temps, je savais que tout le monde, Oui, ça a un peu sauté. Tout le monde, mais je le dis très purement, j'espère des communiqués pureté quand je dis même des choses positives sur mon parcours, mais tout le monde me voulait. Et à chaque fois que j'allais faire un casting, ah putain, c'est toi. Et après, on m'appelait. Je pensais qu'il y avait comme un bloc. Du coup, à un moment donné, quand j'ai connu cette nana, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, je me barre. En fait, je suis libre. En fait, il n'y a rien qui me tienne ici. En fait, je peux recommencer ailleurs, même si je ne dois pas quitter une situation qui me déplaît. Mais en fait, on est profondément libre. Et chacun de nous, dans notre vie. Et c'est vraiment la prise de conscience de cette liberté illimitée qui parfois fait peur à la plupart des gens, parce qu'on a tous besoin de rester accrochés à quelque chose, à nos habitudes, notre famille, nos amis, notre cocon. Et mais en réalité, quand tu as ces moments d'intuition, de folie dans lesquels tu te dis, mais en fait, tout est possible. Et tout est vraiment possible. Tu pourrais partir et ouvrir un bar sous l'île des Koh Tao en Thaïlande et je sais pas. Oh, tu peux suivre. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement passionné. Comme je te disais, on parle d'architecture, j'ai eu d'autres des passions. Et je pense que toi aussi, Loïc, tu as l'air d'être quelqu'un qui vit les choses d'une manière très passionnée. En tout cas, bon, je te connais pas. Hein. Effectivement, je suis très têtu, je suis tellement passionné que j'en deviens à être têtu et à faire comme je veux et pas me laisser influencer par les autres qui me disent mais oui, mais bon, quand même, c'est un milieu difficile. Bah oui, c'est un milieu difficile, mais je ne vis que pour ça, donc. Tout est difficile et en même temps, rien n'est vraiment difficile pour quelqu'un qui a de la passion. Sans que si on fait les choses pour si ce sont nos tripes qui nous amènent à faire quelque chose, tu vois, la Francesca De Sapio, donc cette élève de Strasbourg, nous disait tout le temps que si on fait ces métiers, il faut que ça soit un besoin, vraiment, et pas, tu vois, je sais pas combien de fois je tombe sur des mecs, je sais pas, sur des gens qui me disent, ah, t'as de la chance, toi, t'as eu les succès, etc. À part que ces succès-là qu'on vit, et que j'avoue, on a un succès, il y a Plus belle la vie, il y a 3-4 millions de personnes qui regardent, donc, je
peux pas nier ça. Mais ça, c'est une illusion. De sorte que on peut tout avoir et on peut tout perdre. Donc, il y a quand même, rien n'est vraiment acquis à vie. Il y a tout le temps un travail à refaire sur soi, sur nos envies, sur ce qu'on veut, ce qu'on désire profondément. Et parfois, le courage, c'est vraiment de savoir se poser les bonnes questions et de se dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que mes désirs d'il y a 8 ans sont exactement les mêmes que j'ai aujourd'hui? Même dans une relation avec quelqu'un. Tu vois, moi, j'ai eu un enfant l'année dernière à 41 ans. J'ai trouvé la fin de ma vie à 37 ans. Mais jusqu'à 37 ans, j'étais un électron libre. Je me disais, est-ce qu'un jour je vais me poser? Est-ce que je vais trouver mon âme sœur? Est-ce que je vais être père un jour? Et ben, au moment toutes les choses arrivent. Mais pour ça, il faut un grand lâche-prise. Et là, je conclus tout cet énorme bavardage là par rapport à ça. Je trouve que plus on est dans forcer les choses, je veux absolument être acteur, je veux absolument être blogueur de cinéma, je veux absolument, et moi ça marche. Il faut un lâche-prise, il faut se faire confiance et laisser venir les choses. Ma deuxième enseignante de théâtre, Béatrice Bracco, elle était vraiment une véritable maîtresse des vies, parce qu'elle nous a initiés vraiment à la méditation, à la prise de conscience, à faire un travail spirituel profond sur soi, nécessaire comme individu et comme artiste. Parce que moi aujourd'hui, entre parenthèses, je regarde, si t'es un putain d'artiste qui fait des œuvres magnifiques, mais t'es un con de la vie, ouais. Tu regardes pas d'autres, ça m'intéresse pas ce que tu fais. Je préfère vraiment l'artiste aux œuvres d'art, à la personne. Mais pour faire ça, il faut une sacrée remise en question. Donc, Béatrice Bracco nous disait tout le temps que la créativité, les succès, moi j'ajoute aussi l'amour. C'est un peu comme un chat, sans que c'est pas comme un chien que tu dis viens ici et le chat il vient. C'est comme un chat. Il faut vraiment créer le désir de laisser venir la chose à soi. Un chat, si tu l'appelles, il viendra pas. Il faut ouvrir la main, le regarder, lui donner cette envie, se laisser caresser, s'ouvrir à ça. Et après, les choses arrivent. Et regarde-moi ce qui s'est passé en France. Je sais pas si, à un moment donné, tu allais me poser cette question, mais moi, ce qui s'est passé en France, les plus belles vies, c'est juste dingue. Moi, j'ai fait plus que 100 castings en Italie, à niveau pro, très, très haut. Et en France, quasiment les premiers castings que j'ai fait, on m'a appelé 3 fois. Et je voulais pas y aller. Parce que j'étais sur autre chose, c'était un peu comme une blessure qui s'était fermée, qu'il avait fallu du temps. J'allais dans une autre direction dans ma vie. Et voilà, ce jour-là, il me propose ces castings. Il y avait une agente qui m'a beaucoup poussé à reprendre les métiers. Et moi, j'ai dit, basta, j'en ai marre. Maintenant, je suis arrivé en France. Déjà, je vais plus faire ce métier parce que je parle pas français, donc je me vois pas comment je pourrais travailler. Je parlais pas un seul mot de français. Et bah, au bon moment, quand tu es heureux, là où tu es, ici, maintenant, et bah, là, la magie peut arriver. Mais il faut pas, ce qu'elle disait, justement, et là, j'arrête avec l'exemple de ma prof, mais ce qu'elle disait, Béatrice Bracco, c'était qu'il faut pas la volonté, malgré aujourd'hui, on est dans une société complètement dans la volonté. Moi, je veux ça, il faut qu'il soit comme ça. Tant qu'on est dans cette force-là, on va se faire mal, on va créer un conflit, on va être malheureux, on risque d'être malheureux. Mais tant qu'on est, par contre, dans une dynamique de désir, c'est autre chose. Le désir, c'est vraiment laisser ouvert les choses, créer quelque chose qui peut arriver à toi au bon moment. Mais il faut pas s'acharner. Si tu t'acharnes, même si ça arrive le truc, mais ça va pas durer parce que parfois on n'est pas prêt. Peut-être que moi, à 23 ans, quand je suis tombé, et pourtant je fais même des petites choses. J'ai travaillé avec Mike Figgis. C'était un réal qui avait fait, c'est lui qui a fait Peur et délire à Las Vegas, si je me trompe pas. En tout cas, c'est je vais pas dire une connerie, hein. Il faudrait que je regarde, mais en tout cas, c'est un réalisateur américain avec qui je vais tourner une toute petite chose à Rome. Eh ben, je l'avais pas cherché, cette chose. Faut pas chercher. Moi, je me rends compte même aujourd'hui, tu vois, les acteurs, ça marche par réseautage.
il faut aller aux soirées, il faut aller au théâtre, il faut faire. C'est vrai, mais je suis sûr que si toi t'es prêt à l'intérieur, si toi tu mets les bonnes graines, petit à petit, avec amour, sans forcer, mais si t'es dans une île de la Bretagne, isolée comme Jan Tiersen, je sais pas, l'appel arrive, mais il faut pas le chercher. On prend note alors pour ceux qui nous écoutent et qui veulent devenir peut-être comédiens. Je sais pas, mais je pense que c'est une règle dans la vie en général. Mais souvent, je trouve des gens, des amis qui trouvent pas l'amour. Et l'amour, c'est la même chose. Tant que tu cherches, c'est pas comme ça que tu vas le trouver. Peut-être qu'en tournant la rue, tu vas tomber sur un inconnu et c'est la révélation. Mais il faut pas s'attendre à ça. Je sais pas. C'est noté. Alors du coup, t'en parlais à l'instant. Du coup, t'as intégré Plus belle la vie en 2014 pour le rôle de Francesco Ibaldi. Est-ce que tu peux nous raconter justement plus précisément comment t'as été contacté? Est-ce que tu te souviens de ton casting pour Plus belle la vie? Si, écoute, déjà, Loïc, je vais te raconter un truc très drôle que j'avais déjà raconté à mes collègues quand je suis arrivé sur Plus belle et à tous ceux qui me connaissent. À l'époque, donc, il faut se restituer un petit peu. À l'époque, j'étais à Paris. Les premières années, j'en avais marre du métier de l'acteur, mais si je vais tourner 2 petits films indépendants en Italie, quand je vivais déjà en France. Et à ce moment-là, voilà, pour survivre en France et pour apprendre la langue, j'ai fait plein de petits métiers. Tu vois, comme souvent les acteurs américains racontent. À l'époque, je travaillais dans un bar où j'étais serveur. C'est vrai qu'ici en France vous avez l'intermittence du spectacle, donc vous n'avez pas trop ça. Mais nous en Italie et aux États-Unis, en tout cas les acteurs ont l'habitude de faire plein de petits métiers à côté. À l'époque, j'avais un mi-temps entre les Galeries Lafayette à Paris et les Printemps. J'avais un mi-temps, je travaillais dans la mode, je vendais des pompes italiennes. Et j'étais dans les luxe. Et après, j'avais fait plein d'autres petits métiers. Mais voilà, c'était un truc pour gagner un petit peu à vivre. Et parallèlement, je m'étais passionné des sophrologies. Et du coup, je suis même devenu sophrologue. J'ai un diplôme en sophrologie à l'Académie des Paris 15. Donc, j'ai fait 2 ans et demi des sophrologies. Donc, ça, c'était ma nouvelle passion. À côté de ça, j'avais une association culturelle. J'ai travaillé dans 2 foyers. Déjà, avant d'être sophrologue, j'ai donné des cours de théâtre et de relaxation pendant 4 ans à des personnes en situation de handicap psychique et mental. Donc, je faisais travailler avec les théâtres et la relaxation et la méditation, tout ça, des gars super, des filles super qui ils étaient atteints ils étaient trisomiques, ou ils étaient schizophrènes, ou ils étaient autistes, la plupart. Et je faisais ça à Paris, dans deux foyers, particulièrement un à Belleville, à Métro Télégraphe à Paris, et les foyers Monténégro. Et donc, à cette époque-là, donc, j'allais dans une autre direction par rapport au travail de l'acteur. Et un beau jour, donc, cette agente italienne qui me disait non, mais toi, il faut pas que t'arrêtes. Il y avait aussi mon père qui, à l'époque, pendant des années, il m'a dit, mais t'es fou, t'as étudié avec les meilleurs enseignants en Italie. Au théâtre, j'ai travaillé comme un malade à Rome. Quand j'étais en Italie, je faisais des sacrées pièces. Et donc, j'ai tout quitté. Je me suis dépouillé de tout ça d'un coup. Et je suis parti. Et du coup, au moment où j'ai travaillé au Galeries Lafayette, j'étais dans une salle de stock, des chaussures. Bon, d'abord, on m'a donné ces castings-là. La première fois, on m'appelle, je vais pas. Deuxième fois, on m'appelle, je vais pas. Troisième fois, bon, vas-y, me dit cette agente. Ok, je recommence pas à faire l'acteur, mais quand même, ok, je vais essayer. Et après, je suis allé au casting. Les castings, c'était génial. Le rôle, c'était pour moi. C'était vraiment, il y avait plein d'autres gens, mais Francesco, ça m'a passionné depuis le début parce qu'effectivement, c'était un mec, je me rappelle, c'était noté qu'il était un écorché vif. Donc, c'était un mec, au début, il était vachement plus à fleur de peau, quelqu'un très,
centré sur son intériorité. Il extériorisait pas beaucoup les choses. C'était un peu un personnage damné. Et donc, ça m'avait passionné tout de suite. Donc, j'ai fait ces castings. Je le fais comme en étant plutôt inspiré ces jours-là. Et à la fin, je retourne à mon travail. Et quelques jours après, ça c'est l'anecdote, j'étais dans cette stock room. J'étais en train de mettre tous ces boîtes de chaussures. Je les ai enlevés des cartons. Pam, je range tout. J'avais oublié même ces castings limite. Et à un moment donné, je reçois un appel à cette voix d'une femme. Emanuele Giorgi. Et moi, j'ai dit, oh putain, tu veux voir, c'est les impôts, un truc que j'ai zappé, pas payé, bon, qu'est-ce qu'il y a? Et tu vois, non, Emanuele, c'est la directrice casting, t'es les nouveaux personnages des Plus belles la vie. Et donc, j'ai scotché, et je me suis dit, oh putain, mais c'est énorme ce qui se passe là. Et du coup, un mois après, je me suis retrouvé en diffusion sur Plus belle la vie. Et il y a un très beau proverbe que je cite souvent, un proverbe arabe, qui dit ton destin t'attend, pour revenir à tout ce qu'on disait avant, ton destin t'attend sur les chemins que tu as choisis pour éviter ton destin. Donc c'était un peu ce que j'avais fait moi. Donc moi j'étais allé me cacher dans des travaux qui n'étaient pas à moi, dans une vie qui n'était pas la mienne, lorsque j'avais fait 11 ans de théâtre au niveau professionnel. Et le théâtre m'a rattrapé, mon métier d'acteur, ça m'a clairement rattrapé. Donc, voilà. Comment, parce que tu m'as dit que c'était ton agente italien qui t'avait contacté pour le casting de Plus belle la vie, mais comment elle était au courant, elle, qu'il y avait un casting pour Plus belle la vie? Parce que Silvia Magliardo, qui c'est encore mon agente italienne en France, elle s'occupe d'acteurs italiens en France. Et j'avais connu cette nana grâce à un mec des Galeries Lafayette, qui était acteur à lui aussi, était italien. Il m'avait présenté cette nana. Et à partir de ce moment-là, il m'avait fait la cour pour reprendre les métiers d'acteur. Mais voilà, plusieurs fois, je pense qu'avant, j'avais fait juste un casting des pubs c'était mal passé. Je lui avais dit, tu vois, même pas pour une pub des pâtes, tu vois, bon, j'arrête, c'est possible. J'ai pas mis de les prendre. Et au final, Plus belle la vie est arrivé. Tu connaissais la série avant de l'intégrer ou pas du tout? Oui, ben, j'ai des anciens souvenirs de moi, ferme, parce que, ouais, pas chaud. Il y avait effectivement des anciens épisodes de Plus belle la vie que j'avais regardé par hasard. Au début, moi, j'étais pas trop télé, donc en regardant ça, je me disais, bon, c'est quoi ça? N'importe quoi, etc. Et ben non, après, j'ai vraiment compris la portée des Plus belles la vie, comment dire, la difficulté de tourner cette série, c'était vraiment, tourner Plus belle la vie, c'est quand même un acte héroïque et d'un point de vue technique et d'un point de vue artistique. Parce qu'il y a quand même un sacré rythme et c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les comédiens, c'est pas pour tous les techniciens, parce qu'il faut être bon tout de suite. Il faut vraiment y aller, t'as pas le temps de réfléchir. Après, bon, ce qui est bien, c'est que l'ambiance est extrêmement positive, c'est chouette, franchement, c'est super. Alors, ton personnage est sorti avec les plus belles filles du Mistral, Mélanie, Barbara, Luna, aujourd'hui Estelle. Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as? Oui, bien sûr. Ça, c'est un truc qu'on me dit souvent et que c'est vrai que Francesco, ils l'ont utilisé souvent pour ou s'il y a un nouveau personnage qui débarque. Bon, écoute, il y a une nouvelle fille qui débarque. Est-ce que Francesco est libre en ce moment? Tac. Et que Francesco, il va accueillir cette nana. Ou sinon, pour faire partir des personnages, c'était le cas de Mélanie. Je m'attendais pas du tout à ce moment-là, quand j'ai lu le script 3 semaines avant de tourner ça. Je m'étais dit, oh mon Dieu, ils vont briser les couples, Barbara Francesco, mais c'est pas possible, mais ils s'aiment bon, tu vois. Et oui, en tous les cas, oui, j'ai la chance déjà d'avoir tourné avec ces comédiennes très différentes, chacune d'elles, chacune apporte quelque chose de chaque comédienne et chaque personnage, quand même, ils ont des caractéristiques très différentes. Donc,
Non, c'était une véritable chance. Disons que Francesco a eu la chance de se rapporter avec plusieurs personnages. Donc, c'est très dynamique, c'est très en mouvement, c'est en constant mouvement ce personnage. Donc, bon, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, il est avec Estelle. On croise les doigts pour que ça dure. Alors tu as participé au dernier Prime, au ranch de Pavel. Alors j'en avais déjà du coup parlé avec Laurent Henquin, mais toi, quel souvenir gardes-tu de ton passage dans ce Prime? Bah déjà, j'étais ravi, pas seulement d'y participer, mais d'y participer avec cette intensité, parce que du coup, concrètement, à part les rôles principaux, donc Luna et Pavel, je me suis aperçu au fur et à mesure que j'avais plein de dates sur ce Prime et que je pense que je n'avais juste un petit peu moins que. Donc, non, c'était très intense. Il y a eu plein de belles choses qui se sont passées pendant ce Prime. Il y avait une équipe technique remarquable. C'était chouette. On a fait un très joli travail, je crois. Surtout, les points de départ, c'était pas certaines choses n'étaient pas écrites de cette façon. Donc on a eu une très bonne alchimie, on a pu vraiment créer quelque chose avec un réal Pascal Roy que je kiffe et c'était pas facile malgré c'est un des réals que je préfère en absolu, mais aussi sa façon de tourner n'est pas facile pour un comédien et pour les techniciens parce que il coupe beaucoup. Il coupe, donc même séquence peut être coupée en 2-3 parties. Et du coup, quand tu reviens après la pause déj et tu dois faire la suite de la même séquence en recréant les mêmes émotions, la même dynamique, etc. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile, oui. Mais non, c'est chouette. Si on avait eu une petite semaine de plus, on se serait régalé. Mais quand même, on a surkiffé. Alors c'était d'ailleurs un moment délicat pour ton personnage sur ce Prime, puisque pour sauver Estelle, tu as sacrifié, si je puis dire, les autres membres du groupe. Et maintenant, au Mistral, tu étais un peu devenu le paria. C'était difficile pour toi cette petite transition? Écoute, c'était pas facile. Après, je me suis dit qu'est-ce que ça pourrait me motiver moi pour me trouver dans la même situation. Ça veut dire que pour sauver la personne que j'aime plus au monde, sacrifier les autres. Et je pense que chacun dans ses cordes, chacun dans sa vie a effectivement, je sais pas, à on peut aller toujours trouver les raisons qui nous poussent à réagir d'une certaine façon, même quand il y a des choses qui sont pas sympas. Parce qu'en plus, excuse-moi de te couper. Je peux pas faire plus d'une heure de live. Je suis obligé de relancer au bout d'une heure le live. Donc je vais couper. Je vais relancer le live. Absolument. À tout de suite. À tout de suite. Bah vas-y. Du coup reprends. Du coup on disait pour ceux qui nous reprennent en cours que c'était ce Prime avait été un moment difficile pour ton personnage puisque tu as sauvé Estelle et sacrifié les autres. Et du coup on parlait de cette transition pour ton personnage et comment tu l'avais vécu. Oui, donc c'était pas facile, mais je suis quand même fasciné aussi par des personnages maudits. Par exemple, je pense Judas, les traîtres de Jésus. D'ailleurs, à un moment donné, Myrta appelle Francesco Judas. Parce que je trouve que dans ces typologies de personnages qui sont pas monocordes, il y a tout le temps, je sais pas, une souffrance, un conflit à l'intérieur. J'aime bien tout ça parce que je trouve que c'est très humain. Parce que ça n'existe pas les noirs et les blancs. Il y a pas de séparation dans chacun de nous. Et c'est très intéressant d'aller explorer les côtés obscurs. Parfois, c'est vraiment aussi nécessaire. Voilà. Comment tu as réagi toi quand tu as appris que Laurent Henquin était Pavel? Oui.
ça a pris du temps parce qu'il faut pas oublier que dans une arche de l'année dernière, c'est ce Pavel-là qui met dans l'embarras Francesco avec cette histoire du mec del food truck qui s'est fait tuer. Donc il y a l'histoire du chantage, de la drogue, Estelle qui perd sa boutique, non, d'esthéticienne. C'était quand même ce Pavel-là qui était derrière, qui bougeait les fils de ses marionnettes. Donc oui, voilà, c'était une sacrée découverte. Toi, tu l'as appris comme les autres vers le mois de décembre, janvier, quand vous prépariez le Prime? Oui, bien sûr. Oui, c'était vers Noël, oui. Et t'as été surpris par le fait que ce soit Laurent, ou tu t'attendais à que ce soit quelqu'un d'autre? Écoute, c'est vrai que par moments, j'ai rien compris. Des moments, j'étais même pas sûr que c'était lui. Après, il y a eu quand même l'histoire du commissaire. Non, donc, c'était très flou. Donc, à plusieurs reprises, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment lui? Donc, jusqu'à quand on n'a pas tourné tout ça, je n'avais pas la certitude. D'accord. Depuis 2014, tu as participé à de nombreuses intrigues. Est-ce qu'il y en a une que tu as préférée plus qu'une autre? Honnêtement, c'est pas pour des raisons, c'est pas pour être égocentrique, mais par rapport à mon personnage, et pas par rapport à moi, mais certainement cette arche de Francesco avec la mère qui revient, toute l'histoire de l'hôtel de Ravello, avec la mère qui est si méchante, avec les beaux-pères qui lui font du chantage, etc. C'était hyper puissante à tourner. Alors là, oui, que j'ai pu utiliser la méthode Stanislavski parce que j'ai pu vraiment aller rechercher plein de choses de ma vie privée. Donc, tu vois, dans être acteur, il y a une forme de nudité physique parfois quand t'es torse nu en boxer. Francesco sort de la douche. Souvent, je lis des trucs genre en lisant le script. Francesco sort de la douche. Francesco est en peignoir. Donc il y a ce type de nudité là qui te demande certaines choses. Mais après il y a aussi une nudité émotionnelle qui est encore plus intense, dérangeante parfois et qui demande encore plus d'efforts. Parce qu'il faut aller rechercher des choses de sa propre vie, au moins pour ma façon de travailler, hein. Au moins pour ma façon d'envisager le travail de l'acteur. Mais c'est vrai que cette tâche-là était juste géniale. J'ai eu la possibilité de tourner avec Margherita Oscuro, qui jouait ma mère. En plus, elle est à moitié italienne, donc on s'est parlé en italien entre nous. Et ça m'a vraiment rattaché à mes sources, à mes racines. Et non, c'était génial cette arche. Après, il y en a eu plein d'autres d'arches. Même les tout débuts, l'arrivée de Francesco, tu vois, c'était en mode un peu gitan, nomade, qui débarque à Marseille avec la mère de Barbara, avec ses problèmes d'alcool, les mariages annulés, avec, tu vois, il y a, avec cette passion irréfrénée envers Barbara. Donc non, c'était. Et justement, c'est dur de jouer un personnage qui était un ancien alcoolique. C'est dur si moi j'ai pas connu ça dans ma vie. Heureusement, j'ai pas eu ce type de dépendance. Après, tu vois, dans le travail de l'acteur, tu fais des substitutions. Ça veut dire, ok, si t'es pas alcoolique, tu travailles sur un truc qui ça peut être aussi une passion amoureuse, ou une personne, un objet, un truc. C'est un peu comme l'anneau des Sméagol, non, l'anneau du Seigneur des Anneaux, des Gollum. C'est ça, l'anneau des Gollum. Si tu veux, mon cher Loïc, on pourrait parler aussi du Seigneur des Anneaux, parce que j'en connais des choses. Avec grand plaisir. Mais oui, ça m'étonne pas. Mais oui, je trouve que aussi par rapport, c'est vraiment le travail de l'anneau. Bon, l'anneau, c'est aussi les pouvoirs, les rapports au pouvoir. Mais c'est cette chose à laquelle tu peux plus renoncer et que plus tu la gardes en toi, plus ça devient lourde. Ça te demande des sacrifices, ça te demande vraiment
Mais non, heureusement, j'ai jamais connu ça, mais ça doit être un sacré truc très dur, être alcoolique ou avoir une dépendance de ce type, parce que tu vas pas brûler uniquement toi-même, ton âme, ton corps, mais aussi tous ceux qui sont autour de toi, ils vont payer cher tout ça, parce que tu perds vraiment la mesure de ce qui compte, ceux qui t'aiment vraiment, ceux qui... tu vois, en degré différent, mais même les gens qui ont du tabagisme, c'est la même pulsion irréfrénée. Donc, tu peux pas t'empêcher d'allumer cette clope-là. Donc, après, dans le travail d'acteur, tu peux faire une amplification d'une problématique et la rendre à une échelle plus grande, comme ça peut être un problème d'alcoolisme. Mais non, oui, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Tout à fait. À quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines avec ton personnage? Est-ce que tu seras notamment dans l'intrigue avec Barbara et l'arrivée de ce bébé dont on ne sait pas trop d'où il vient? Ouais, franchement, cette tâche, ça va être génial. Pour moi, ça va être vraiment génial parce que ça va bouger plein de choses. Il va y arriver des nouveaux personnages et ils vont pas mettre tout le monde d'accord parce qu'il va y avoir des choses qui vont accomplir ces personnages qui sont pas forcément jolis. En plus, oui, même symboliquement, cette arrivée de ces bébés, c'est quand même cette petite créature qui va arriver et qui va créer un tel bazar autour avec des gens qui s'accusent, des gens qui s'en approprient, des gens qui sont accusés je vais pas trop en dire, mais c'est sûr que ça va être une marche qui va bouger plein de personnages déjà existantes, d'autres qui vont arriver. Et en tous les cas, bon, ça va bouger plein de choses, vraiment. Et toi, tu as un rôle assez conséquent dans cet arc où je pensais pas, mais au final, au fur et à mesure que je lisais le script, je me rendais compte que Francesco, il est très demandé. D'accord. Eh bien, on attend ça avec grande impatience. Une dernière question avant de passer aux échanges avec les internautes. Donc, si vous avez des questions pour Emanuele, commencez à les publier et puis on en sélectionnera quelques-uns. Ma dernière question, donc en off, tu me parlais des conditions sanitaires prises sur le tournage qui vous obligeaient à aller chercher une nouvelle manière de jouer. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les conditions prises et comment toi, tu gères ton jeu par rapport à ces contraintes? Disons qu'il y a des restrictions qui sont, excusez-moi les jeux de mots, mais très strictes. Donc, vraiment, ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas, rien n'est comme avant. Donc, forcément, tout le monde a des masques. Les comédiens, ils ont un peu plus de chance parce que pendant les tournages, ils peuvent l'enlever naturellement. Donc, on peut respirer, mais c'est pas facile. Cependant, ce que je disais aussi l'autre jour en entrevue sur la Provence, le journal, c'est que quelque part, pour moi, ça me stimule à prendre ça comme un challenge. La plus grosse contrainte, certainement, c'est les contacts physiques entre les comédiens. Parce qu'effectivement, comment tu peux tourner une scène d'amour sans effleurer l'autre, tu vois? Donc, mais à ce moment-là, le challenge, c'est vraiment de réussir à trouver d'autres clés pour transmettre les mêmes sentiments, les mêmes émotions, sans et contact, en gros. Et donc, oui, donc non, après, voilà, moi j'étais de la reprise. Après, donc tout de suite après le déconfinement, et donc cela, ça m'a permis de tout de suite rentrer dans cette nouvelle machine, dans cette nouvelle dynamique. Mais après, voilà, je vois aussi mes collègues qui débarquent là, ils ont commencé à reprendre les tournages cette semaine. Les premiers jours, ils sont un peu en flip, non? Tu fais gaffe à tout ce que tu touches, etc. Après, tout le monde se détend un peu.
Et une fois que tu as compris, mais ça aussi dans la vie en général, dans cette nouvelle vie qu'on vit tous, une fois que tu as compris les gestes fondamentaux, incontournables, comme oui voilà, c'est sûr tu vas pas te gratter le nez ou la bouche après avoir touché un objet ou tu vas. Donc il y a 2-3 trucs à faire et il faut pas paniquer, il faut juste rester un minimum à distance des gens. Tu peux communiquer tout l'amour que tu veux pour les gens en dehors dans notre vie et aussi pendant les tournages. Mais voilà, il faut juste prendre un petit peu les distances, des petites précautions. Après, honnêtement, là je sors du discours sur les plateaux, pour ce qui concerne les plateaux des plus belles, mais ce qui se passe dehors, tous ceux qui mettent des masques en dehors, je peux comprendre s'ils ont des problèmes, des problématiques de santé, ou s'ils sont âgés, etc. Je comprends, je respecte, mais au final, c'est dans les lieux fermés qu'il faut mettre un masque. À l'extérieur, ça me semble un peu ridicule carrément, parce que sinon on perd nos sourires, on perd vraiment les contacts, les rapports avec l'autre. Ça passe que par les regards, mais l'être humain a besoin des sourires. C'est quelque chose de très animal aussi. On a besoin vraiment de l'expressivité, l'expression de la personne passe beaucoup par les sourires. Je ne me rappelle pas combien des dizaines et des dizaines de muscles il y a dans notre bouche, autour de notre bouche. Voilà. Et il n'y a pas la possibilité pour vous les acteurs de vous faire tester? Ça éviterait peut-être d'avoir des conditions moins strictes pour certaines séquences, par exemple. De faire les tests, tu veux dire, hein? Oui. De toute façon, on sait bien que les tests n'ont pas de validité réelle. Sans que ça c'est un virus, ça se manifeste pas dans l'immédiat, ça peut se manifester 15 jours après. Donc moi, j'ai jamais été testé. Je sais pas. Je parle pour la plupart de mes collègues, je pense pas qu'ils ont été testés. Et après, oui, bon, je pense que les masques déjà, c'est pas mal. Ouais, faut pas baisser la tension, mais oui, voilà. Très bien. Eh ben, on va passer aux questions des internautes. Du coup, on va prendre 5 petites minutes avec vous. D'ailleurs, dans les commentaires, vous pouvez déjà voter pour celui qui a la plus belle chemise. Alors, je vais remonter un petit peu les machins. Alors, il y a Monégasque Anne-Sophie qui demande une porte ouverte, à la Belle de Mai est prévue. Est-elle prévue? Pas à ma connaissance. Au contraire, là, on est dans une phase de restriction totale par rapport à l'extérieur. Déjà, sur les plateaux, le nombre des personnes, des équipes est extrêmement réduit. Donc, ça m'étonnerait. D'accord. Il y a beaucoup de commentaires, hein, bien sûr, hein, sur ton physique ravageur et ton jeu d'acteur. Alors, Bérangère, qui est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Écoute, je suis extrêmement lié à Franco Battiato. C'est un chanteur italien très très connu en Italie, mais pas seulement. Même dans le nord de l'Europe, il est très connu, il est très international. Il a aujourd'hui 70 ans, mais c'est celui qui était le précurseur de la musique électronique en Italie et qu'il a réussi effectivement à emporter dans la musique pop des aspects extrêmement plus alternatifs et plus en termes thématiques aussi ésotériques. Il parle beaucoup de spiritualité, il parle vraiment d'une manière extrêmement profonde comme peu d'autres gens peuvent faire. Et d'un point de vue technique, musical, il a introduit des synthétiseurs, des éléments qui n'existaient pas dans les années 70. D'accord. Il y en a quelqu'un qui nous demande, est-ce que tu es au théâtre actuellement? Alors je sais, là peut-être pas à ce moment, mais oui, pas à ce moment, mais justement, oui, j'ai même vu quelqu'un qui avait écrit quelque chose sur la compagnie du Libre Acteur. Je suis un membre de la compagnie du Libre Acteur, compagnie de Sébastien Bonabel. C'est pour moi la compagnie la plus chouette qu'il y a en ce moment à Paris. Et je le dis pas parce que j'en fais partie, mais si j'aime beaucoup mes collègues, desquels j'arrête pas d'apprendre à chaque fois que je joue avec eux, et de ces metteurs en scène, Sébastien Bonabel, qui est simplement, oui,
probablement c'est les réalisateurs avec je kiffe le plus travailler. Donc c'est une vraie guide sur le jeu d'acteur. Donc on devrait reprendre Smoke Rings d'ailleurs avec Marie Hénérez, hein, qui joue les personnages de Léa sur Plus belle la vie, et le ciel en fait partie. On devrait reprendre Smoke Rings au Théâtre Michel au début d'octobre, normalement. D'accord. Okay. Et bien, s'il y en a qui sont dans le coin pour la reprise, ben n'hésitez pas Vous êtes à aller voir. Où c'est qu'on peut... Tiens, c'est une bonne question. Où c'est qu'on peut avoir une dédicace de... Dédicace, il faut demander à la prod ou à mon agent, et après je peux envoyer des dédicaces. Sinon, parfois en dehors des studios, il y a des gens qui nous attendent dehors et on fait des dédicaces. Tiens, j'ai une question qui me vient. Est-ce que ton accent a pu être un frein dans certains castings en France? Bah écoute, ce que je répète à tout le monde, mon accent c'est ma force et ma faiblesse. Ma force, parce que voilà, s'il y a un rôle d'un Italien, forcément c'est un point en plus, et parce que ça fait chanter, ça chante, ça met tout de suite à l'aise les gens, ça fait tout de suite sourire. Les freins, ce n'est pas tant au niveau des castings, parce qu'en tous les cas, ils vont pas m'appeler pour faire un rôle d'un personnage des Molières. Mais si actuellement je suis au théâtre aussi avec un rôle de Rostand, de Cyrano de Bergerac, dans lequel on joue aussi sur mon accent, toujours avec la même compagnie, la compagnie du Libre Acteur au théâtre L'Épic à Montmartre. Mais les freins, tu sais ce que c'est, Loïc? C'est plutôt un truc c'était très fatigant pour moi, malgré mon travail d'acteur, malgré les tripes, malgré tu pleures, tu peux saigner, tu peux vraiment sortir toutes tes émotions, les 90% des gens me disent « Ah, j'adore ton accent ». Et du coup, ils perdent de vue mon travail d'acteur. Et ça, c'est une grosse limite. Et ce que je répète à tous les gens quand on m'arrête dans la rue, qu'on me dit « Ah, c'est trop beau, je vous adore pour votre accent ». Tu dis « Putain, j'ai 42 ans. Ça fait 20 ans plus que 20 ans que je fais ce métier. Et ce que tu retiens, c'est mon accent, mais il y a 60 millions d'Italiens. Et qu'est-ce que j'ai plus que les autres, tu vois? Moi, c'est moi. Tu peux m'aimer ou pas, bien sûr. Mais tu peux pas me limiter à mon accent. C'est comme si il y a une actrice qui a une coupe de cheveux fluo, je sais pas, une couleur choc, je sais pas quoi. Et tout le temps, tu lui dis, ah putain, qu'est-ce que je kiffe tes cheveux. Mon ami dit, oui, bon, si tu regardes que ça veut dire que ou mon travail n'est pas intéressant, ou que toi, t'es obnubilé obsédé par cet accent. Après, oui, bien sûr, de notre côté, c'est sympa. Je sais qu'en Italie, à l'étranger en général, l'accent italien marche à chaque coup. Mais bon, c'est une force et une grande faiblesse aussi. Moi, je comprends pas cet amour pour les Italiens, puisque vous nous avez quand même volé la Coupe du Monde en 2006. Mais bon. Vous êtes brûlé toute seule parce que Zidane, oui, sacré joueur, non? Il a perdu la tête. Oui. Il a perdu la tête. Et bon, et si votre joueur ne l'aviez pas provoqué aussi. Notre joueur, déjà, sache ce que j'ai dit à tous les Français, c'est les joueurs les plus détestés, Materazzi. Ah ouais? De la part des Italiens, personne l'aime. Déjà parce qu'il est un peu facho. En plus parce que je connais pas mal d'anecdotes, c'est quelqu'un qui est vraiment con. Quand il joue avec un joueur moins fort d'une catégorie inférieure, il est tout le temps en train de le charrier en disant qu'il joue dans une petite équipe, qu'il est pas bon. Donc Materazzi en soi, c'est un connard. Ça, sans doute. Après, l'Italie, cette année-là, c'était une équipe juste dingue. Ouais. Mais tu me permettras, l'héritage qui au moins sort là. Par contre, la Coupe du Monde que vous avez gagnée avec le Brésil, avec un Ronaldo qui tenait pas debout, qui était sous médoc, non, vous aussi, vous avez quand même un petit peu volé la Coupe au Brésil. Oh, c'est dur ça. Je suis désolé. Hein. Après, bon,
à part tous les blagues, la France avait une sacrée équipe à ce moment-là, vraiment. Et pour moi, des gens comme Lilian Thuram, qui d'ailleurs est aussi un super mec en dehors du foot. Mec, c'est une très belle personne, très engagée. Mais voilà, vous aviez 3, 4, 5 joueurs qui étaient juste formidables, vraiment. Alors, franchement, il y a eu une très belle époque pour l'Italie et la France. Là, récemment, c'est pas les tops. Mais dans mon équipe, la Fiorentina, moi je soutiens l'équipe de Florence, hein, Fiorentina, on a quand même Ribéry qui joue en ce moment. Et donc, je kiffe ce mec, franchement, malgré tous les critiques, tout ce qu'on a pu dire, cracher sur lui, oui, certainement, c'est un mec qui a des racines très humbles, très simples, donc même son rapport, parfois, sa façon de parler, sa façon impulsive, instinctuelle de sortir les choses, ça vient aussi de son parcours de vie. Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce mec, et qu'est-ce qu'il est, il a un cœur énorme. Je sais que récemment, il a envoyé son hélicoptère privé à la mère d'un footballeur en Afrique qui était atteinte de Covid. Je pense que c'était son avion privé. En tout cas, c'est un mec qui a un cœur incroyable. Et malgré l'âge, là, je pense qu'il a 38 ans, il a des pieds, et surtout, il a un sens de leadership. Là, il est en train de grandir, de faire grandir tous les jeunes équipiers de la Fiorentina. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. On va te libérer après 1h30. Ouais, écoute, c'est passé plutôt vite. Je regarde vite fait les commentaires des gens. Merci. Merci de nous avoir suivis. Firenze, super. Ok, Smoke Rings, je vois qu'il y a des gens qui connaissent. Je lis un petit peu vite fait, hein. Oui, non, ben vas-y, y a pas de souci. Si t'as encore du temps. Ouais, c'est juste pour les faire participer un peu. En tout cas, c'est très sympa d'être là. Coucou Kevin. Et Zidane, ça on a parlé, bien sûr. Ok, bon, merci Bérangère, qui tu dis, tu as pratiqué pas que ça, au moins. Et pour l'instant, en rôle de la télé, je suis complètement pris par Plus Belle. D'un côté, Plus Belle ne me laisse pas du temps pour faire autre chose. De l'autre côté, voilà, moi aussi, je suis très bien dans Plus Belle en ce moment, donc je cherche pas ailleurs. T'es comme quand t'es amoureux, t'es en couple avec quelqu'un, si t'es bien, tu vas pas chercher ailleurs. Et il y a Vicky qui nous a demandé quel est ton plus beau souvenir de tournage sur Plus Belle. Bah, les coups de foudre avec ma femme. Que je rappelle, qui était une des victimes de l'Enchanteur. Tout à fait. Tout à fait. Si, les coups de foudre avec ma femme, oui, bien sûr, c'était quelque chose. C'était quelque chose que peu de gens ont la chance d'avoir en direct. On a aussi les moments où on s'est regardé quasiment pour la première fois et donc on a encore les vidéos et les photos de ces moments. Oui, donc ça c'était quand même quelque chose. Et après, oui, il y a eu plein de beaux moments avec mes collègues pendant cette arche sur Francesco, ses origines, l'Italie. Il y a eu de très beaux moments. Parmi les plus belles séquences, il y a eu de très belles scènes. Je me rappelle quelques-unes avec Léa François. Je me rappelle une scène avec Margherita Oscuro, le moment où Francesco balance tout le truc à sa mère. Il y a une très belle scène qu'on a tournée en extérieur et c'était vraiment chouette. Après, avec Hello, ma super collègue Elodie Varlet, Estelle, on a quand même tourné cette tâche qui était vraiment pas facile, celle dans laquelle il y avait du bondage, dans laquelle ils se connaissaient dans cet hôtel avec les yeux couverts, etc. Donc bon,
il y a eu plein de choses. Ça fait 6 ans et je me rends compte qu'on a tourné des centaines d'épisodes et parmi ces épisodes, il y a eu des moments très beaux. Je me rappelle aussi un très beau moment avec Anne des 6 au moment où on a tourné cette scène quand elle était sous la chaise roulante, le moment où Francesco lui dit qu'elle est encore sexy, qu'elle est encore une belle femme, donc il y a une très belle connexion ce jour-là qui s'est faite à la 9e prise. Parce qu'au début, on n'était pas trop concentrés, en plus il y avait des avions, il y avait des bruits, c'était incroyable. Donc on a fait 8 prises. Et à la 9e, moi je demande au réal, s'il te plaît, David, fais-nous une 9e prise. Et donc on a pu filmer cette prise à laquelle on a tout changé. On a arrêté d'être mécanique, on a recommencé sur d'autres bases. Et on a trouvé cette scène qui, pour moi, personnellement, reste une des plus belles scènes qu'on a tournées ensemble. Voilà. Il y en a qui demandent si, comme ton personnage, tu n'es pas très fan du Tour de France. Écoute, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui aiment les cyclismes, les Tours de France et le Giro d'Italia aussi. Mon père, par exemple, suit les deux. Même s'il est en Italie, il kiffe les cyclismes. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce qu'effectivement, les cyclismes, c'est un sport brutasse. C'est vraiment quelque chose qui nous ramène à l'Antiquité. On parlait d'archéologie. Bon, là, c'est pas le cas, mais c'est quelque chose de très ancien, où il y a vraiment, c'est toi contre moi, mais en réalité, c'est moi contre moi. Parce que je pense que le vrai défi, la vraie compétition, ça en général dans la vie. Mais, la vraie compétition, c'est avec soi-même. Donc, je pense que quand tu es dans une montée sous les Pyrénées ou je sais pas où, avec ton vélo et tu es en train de pousser ton vélo et tu n'en peux plus, tu dois utiliser des ressources en toi qui vont au-delà de ton corps. Même, il y avait un cycliste qui avait participé dans Plus Belle, hein, malheureusement, je ne rappelle pas son nom, mais on avait mangé à la cantine ensemble, c'était un pro du cyclisme, il avait tourné quelques épisodes à ce moment-là. Quand Léo, je pense, Léo Castel devait apprendre des vélos, et en gros, je lui disais, mais comment vous faites ce moment-là? Comment vous gérez la crise? Parce que c'est un sacré... Dis-moi, je lui dis vraiment, enseigne-moi. Et lui disait oui, que ça va au-delà de son corps. Vraiment, que c'est un truc où tu as puisé Il y a des cyclistes qui sont plus physiques, et donc ils vont absolument dévaster les autres grâce à son propre physique, sa propre puissance, résistance, endurance. Et il y a d'autres qui peut-être ils ont moins de physique, mais qu'à côté de ça, ils ont un mental que je rêverais juste d'avoir en termes de volonté, d'endurance psychique. Donc ça, c'est génial, quoi. Eh bien, merci Emanuele pour ce petit moment avec nous. On a appris plein de choses, c'était passionnant. J'espère que les gens auront apprécié aussi. Le replay sera disponible durant 24 heures sur mon compte Instagram et je le mettrai ensuite sur ma chaîne YouTube pour ceux qui l'ont loupé ou ceux qui veulent le revoir à l'occasion. Merci 1000 fois. Écoute, c'était un grand plaisir. Je vais juste finir avec juste une petite chose. Dis-moi. Malheureusement, je ne peux pas te dire, Loïc, mais il y a une petite surprise sur cette arche qui va arriver là, du bébé. Et j'ai pas le droit de t'en parler et de vous en parler. On en parlera peut-être après, mais il va y avoir une petite arrivée sympa. Voilà. Vous verrez bien, en tous les cas, si tu veux, on fera un autre direct ou quand même, je te dirai ça, on s'appellera et je te dévoilerai ces secrets. Bon. Pas de souci, ça marche. Tu me mets l'eau à la bouche, là. Je suis désolé. En plus, je me suis même dit, mais est-ce que c'est cool de lui dire ça ou maintenant Bah ouais, parce que maintenant, faut attendre maintenant. Mais d'une partie, ça me concerne. Et ça concerne certainement cette arche. Et ça concerne une personne qui est proche aussi de moi. Mais bref, je te dirai la prochaine fois. Ça marche.
Pas de souci. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci encore Emanuele. Et puis à très bientôt. Et puis à lundi sur notre télé peut-être du coup. Avec grand plaisir. Je vais lire ton blog avec grand plaisir. Je t'envoie le lien direct. Je vais la circuler. Et continue parce que je te dis, je fais pas mal d'interviews. On a l'habitude d'être interviewé très souvent. Et tu poses des questions très intéressantes qui m'ont donné envie de rester 1h30 avec toi et avec vous. Et merci à vous tous d'être restés là. Vraiment. Je sais que vous me suivez, vous nous suivez très nombreux. Même si, voilà, je like pas vos pages, mais je connais ces noms-là, Bérangère, je connais, tu vois, il y a pas mal de gens qui reviennent. Merci beaucoup. Grazie mille. Salut. Ciao. Bon week-end. Prenez soin de vous. Ça marche. Merci. Toi aussi, prends soin de toi. Salut.